Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Bienvenue dans cet épisode de Born Podcast consacré à la gestion de la semaine d'un marathon. Pour les marathoniens aguerris, ça va peut-être vous sembler bateau, mais rassurez-vous, je vais quand même aller au-delà des 3 grands principes que tout le monde connaît, à savoir réduire l'entraînement, manger suffisamment et bien dormir. Alors montez le son de vos écouteurs si vous vous apprêtez à aller courir, ou faites couler un bon expresso si vous êtes chez vous. On va parler d'entraînement, d'alimentation, d'organisation, de gestion et de conseils pratiques le jour de course. Encore une fois, gardez bien en tête que chaque athlète est unique. Je suis Pierre Laverne, kiné du sport, coach en course à pied et coureur amateur, et ces conseils n'engagent que moi et ceux qui les croient. Bonne écoute. Alors dans cet épisode, on va parler des 7 derniers jours uniquement, du lundi au dimanche, parce que souvent les courses ont lieu le dimanche. Alors le but de cette semaine n'est pas de gagner en conditions physiques, le travail a été fait en amont et bien fait si vous avez suivi les plans de vos coachs respectifs. Le but est d'arriver le plus frais possible physiquement sur la ligne de départ et avec l'esprit le plus libre possible pour n'avoir à penser qu'à votre course. Donc ça c'est important, il faut être frais physiquement mais aussi mentalement. L'un n'ira pas sans l'autre. 1. Au niveau de l'entraînement. Alors on est en fin d'affûtage, c'est la dernière semaine d'affûtage. Il n'y a pas vraiment de consensus de l'affûtage sur marathon, mais généralement il est de 2 semaines. Moi personnellement, je trouve que 3 semaines c'est un peu trop. La réduction du volume décrite dans la littérature est d'environ 60% sur 14 jours. Donc grosso modo, on va diminuer le volume d'entraînement de 30% d'une semaine sur l'autre sur 15 jours, sur 2 semaines. Donc si vous aviez fait par exemple 140 km à S-3, il va falloir tourner à peu près aux alentours des 100 km à S-2. Si vous aviez fait 100 à peu près à 70, etc., etc. Donc d'une semaine sur l'autre, on va réduire d'environ 30%. Et donc certains le font sur 15 jours, certains le font sur 3 semaines. Moi personnellement, je le fais sur 15 jours. La toute dernière semaine d'entraînement, il va quand même falloir vraiment diminuer. Pour ceux qui ont l'habitude de doubler, moi je vous conseille de ne plus le faire du tout. Là encore, ça reste très personnel et il y a certains pros avec des très gros volumes d'entraînement qui peuvent doubler. Si je me trompe pas, je crois que Kiptoum, la veille de son marathon, de son record du monde sur marathon, avait doublé. Je crois qu'il avait fait une dizaine de kilomètres le matin et que le soir, vraiment tard, il était allé faire 5 kilomètres, si je me trompe pas. Mais moi, j'évite de doubler. Je double pas du tout, même la semaine d'un marathon. Alors que je double en général beaucoup. Concernant les jours, donc je vais reprendre jour par jour et je vais vous dire ce que je fais. Donc c'est très personnel, ce n'est pas une règle absolue. Le lundi, mon coach me met toujours repos, donc je l'écoute. Souvent, ça fait longtemps que j'ai pas eu de jour de repos. On est en fin de prépa, donc ce jour, même si j'ai pas forcément envie de le faire, finalement, il me fait toujours du bien. Donc lundi, pour moi, c'est repos. Le mardi, on a généralement 15 lignes droites à faire. On fait ça sur piste. On accélère dans les lignes droites, on récupère dans les virages. Et ça nous fait généralement, on fait une séance de 13 bornes. On a 13 bornes dans les pattes en à peu près 1 heure. Moi, c'est 100 mètres, j'aime bien les pousser un peu. Généralement, on vient de se taper 3 mois de seuil, donc ça fait du bien de faire ronfler un peu le moteur. Donc voilà, 15 lignes droites, un peu poussées, le mardi. Mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être, vous pourriez avoir 4 fois 1000 mètres de rappel d'allure à allure marathon. Donc c'est très facile, 1000 mètres à allure marathon. Suivi de, 5 fois 200 ou 5 fois 300 pour toujours, AVMA, pour toujours faire ronfler un peu le moteur. C'est possible aussi. Le mercredi, là aussi, notre coach, il nous donne souvent la même séance. On a 1 heure, une sortie d'1 heure, dont 15 minutes d'allure. Moi, à mon allure, 15 minutes, ça fait un peu plus de 4 km.
Mais si vous êtes plus lent, vous pouvez arrondir à 4 kilomètres, ça vous fera peut-être 15 minutes 30, 16 minutes, c'est pas grave. Mais grosso modo, une sortie d'1 heure et 15 minutes à 4 kilomètres, d'allure stricte. Ça généralement donc c'est le mercredi quand le la course est le dimanche et à chaque fois j'ai vraiment des sensations de merde, mais avec l'habitude, je sais que c'est pas grave et vous, je vous conseille, c'est pareil. Si un rappel d'allure est désagréable la semaine de la course, ne vous inquiétez pas, ça le fait assez fréquemment. Et par contre, si la veille, vous avez fait le rappel d'allure, les 4 fois 1000 mètres par exemple, ne refaites pas 4 kilomètres d'allure le mercredi. Faites un footing avec un peu d'actif qui va flirter avec le SV1 en fin de footing, mais n'allez pas faire doublon en remettant de l'allure le mardi et le mercredi. De toute façon, l'allure, vous l'avez travaillée pendant 3 mois, normalement, vous la maîtrisez. Mais vous pouvez voilà, vous rapprocher un peu du SV1 si vous avez fait le rappel d'allure la veille. Le jeudi, moi, ce que je fais, c'est que je vais en salle tôt le matin. Je cours 40 minutes sur tapis à 12 km/h. Ça fait 8 km de footing. Au moins, c'est calibré. Je suis sûr de ne pas faire de dénivelé. Je suis sûr de ne pas aller plus vite. Donc, je limite à 40 minutes. Tôt le matin, j'aime bien faire ça. Et après, j'enchaîne sur un 3x3 reps des groupes musculaires qui vont être sollicités. Donc, quadri, ischio, mollet. Je fais quelques abdos, etc. Mais très light. En général, ça fait genre 20 minutes de muscu explosif, quoi. Je sais pas si ça a un réel intérêt pour le marathon ou si c'est juste occupationnel, mais j'ai cette routine-là. Et en tout cas, j'y vais tôt le matin, comme ça après, comme je vais pas courir le vendredi, ça va me laisser 48 heures de repos jusqu'au samedi matin. C'est comme si j'avais pas couru de 2 jours. Alors que finalement, il y a que le vendredi où je n'aurais pas couru. Donc le vendredi, généralement, j'en profite pour caler le voyage et ne pas arriver trop tard sur place pour retirer le dossard. Donc le vendredi, il y a pas de run du tout. Donc c'est voyage, chaussettes de compression, pas de prise de tête, pas de stress à trouver un créneau pour aller courir, etc. Le samedi, on est la veille de la course. Je fais toujours moi en sorte d'aller courir exactement à l'heure de la course du lendemain. Si le départ est à 8h15, ben, je vais aller courir à 8h15. Si c'est à 9h30, je vais aller courir à 9h30 pour habituer mon corps et au moins ça va me laisser 24 heures, quasi 24 heures de récup derrière. Ce que j'aime bien faire, là encore, les déblocages, c'est très personnel. Moi, ce que je fais la veille d'un marathon, généralement, je fais 40 minutes de footing, enchaîné par 5 minutes à SV1. Donc moi, ça me fait environ 5 minutes à 3,45 au kill. Puis je termine par 3,30-30. Voilà, c'est ce que je fais, ça s'est calé sur ma montre. Ça s'appelle veille de course. Je fais ça, ça me fait une sortie de 10-11 km 24 heures avant. Ce que je fais, je la fais à jeun. Je prends juste un gel au départ. Et par contre, je prends un petit déj tout de suite derrière. Vraiment, je rentre vite, je traîne pas. Je rentre vite pour aller recharger tout de suite derrière et je fais un petit déj derrière. Si jamais on a un problème d'avion ou de transport, s'il est impossible de courir le samedi matin et qu'on arrive sur place dans la soirée, je pense que j'irai quand même faire un jog, mais vraiment très light. Si je sais pas si j'arrive sur place à 20h le soir, je ferai pas 10 ou 11 kilomètres parce il y a moins de 12 heures avant le départ. Par contre, je pense que j'irai faire une vingtaine de minutes et finir par 3,30-30. Je pense que je ferai ça. Donc, si vraiment vous n'avez pas le choix, qu'il y a eu du retard dans votre avion, c'est pas grave. Ne paniquez pas, ce footing de veille, il est pas capital, hein. Donc, par contre, essayez de vous adapter. Et si vous avez l'habitude de faire un peu plus long le matin, si vous vous retrouvez obligé d'aller courir le soir, faites un peu moins. Ou si vraiment vous préférez, ne le faites pas du tout. C'est pas grave, ça changera pas grand-chose à votre course du lendemain. Donc là encore, hein, moi je vous ai donné ce que je fais, 40 minutes de footing. Généralement, je suis un peu excité la veille de course, je vais toujours plus vite que ce que j'ai envisagé de faire. 40 minutes enchaîné avec 1 km à SV1 et 3,30-30. Et d'ailleurs, je finis en général sur le dernier 30 rapide, je fais pas le 30 lent pour rester dans l'excitation. Je sais pas, c'est une habitude, j'aime bien ça. Donc voilà, au niveau de l'entraînement, c'est ça, c'est light. En général, j'aborde la course, le marathon, je crois que j'ai en général une 50aine de kilomètres dans les jambes. Donc vraiment très peu. Au niveau de l'alimentation, donc là, c'est capital. Alors, je précise tout de suite, hein, je suis pas diète. Moi, je vous donne quelques grands principes qu'on connaît quand on court depuis un certain temps. Et je vous décris ce que je fais personnellement. Donc, il se peut qu'il y ait des imprécisions, vous inquiétez pas. N'en tenez pas compte. Si je dis des bêtises, fiez-vous plus à votre diète qu'à moi. Mais je vous dis ce que je fais.
Donc la semaine, déjà, moi je prends du jus de betterave. Donc là encore, tout le monde n'est pas obligé, mais je prends du jus de betterave. C'est scientifiquement prouvé. Généralement, j'achète 4 bouteilles de 750 ml. J'en bois une par jour, du lundi au jeudi. Ça fait un verre le matin, un verre le midi, un verre le soir. Et par contre, à partir du vendredi, donc au moment où je voyage, là j'ai des shots de nitrate concentré. Comme ça, j'en prends un le vendredi, un le samedi et un le dimanche avant la course. Donc ça me fait acheter 4 bouteilles de jus de betterave et amener 3 shots de nitrate. Parce que c'est pénible si on prend l'avion d'amener des bouteilles de jus de betterave, c'est rouge, si elle éclate, vous tachez tout, c'est le bordel. Donc voilà, je prends des shots, c'est plus pratique. Au niveau purement alimentaire, du lundi au mercredi, donc moi je fais pas le régime dissocié. Scientifiquement, il est prouvé qu'il n'a pas d'intérêt. Mais par contre, je réduis quand même la part des glucides, que je vais compenser par des légumes, mais je vais la réduire. Concrètement, ce que je fais, c'est qu'en général, je prends 150 grammes de féculents. Et là, je vais passer à 110, 120. On court moins, on a moins faim et ça permet de s'alléger un petit peu, le fait de manger moins de glucides quand même. Alors les repas, c'est pas du Paul Bocuse, hein. Souvent c'est courgettes cuites à la vapeur, riz ou pâtes ou pommes de terre et filet de poulet. Voilà. Un skier en dessert et toujours quelques gerblés pour bien dormir le soir. Voilà. Mais ça c'est personnel. Mais voilà, c'est très simple, pas très appétissant. Au moins d'ailleurs, j'ai pas envie d'en prendre des kilos. Mais c'est ce que je fais. Donc en gros, courgettes, riz ou pâtes et poulet ou dinde. C'est ce que je fais en ayant réduit d'environ 25-30% ma part de glucides du lundi au mercredi. À partir du jeudi, je remange en fait normalement environ 150 grammes de féculents secs. Mais donc je me gaffe pas en fait, hein. Je mange purement, je fais pas une énorme recharge glucidique. Je mange normalement. Par contre, je limite les fibres. Donc je vais arrêter complètement les céréales complètes. Si vous avez l'habitude de manger des pâtes complètes ou de prendre, je sais pas, du pain de mie complet, il vaut mieux prendre des pâtes blanches et du pain de mie blanc que des céréales complètes. Au niveau du confort digestif, c'est bien mieux. Je vais aussi éviter les crudités et des fruits durs à digérer. Généralement, le seul truc que je prends, c'est des bananes ou pareil, toujours des courgettes, des trucs que je sais que je digère bien. Pareil, je pense qu'il faut éviter aussi les légumineuses, des lentilles, des choses comme ça, des pois chiches. J'essaie de pas en manger à ce moment-là. Moi, je prends pas de maltodextrine. Je fais des collations là entre le jeudi et le samedi. C'est pas que c'est pas bien la malto, mais j'ai pas le réflexe d'en prendre. J'aime pas boire une boisson sucrée quand j'en ai pas envie. J'aime pas ça. Donc moi, par contre, je me force à prendre une collation l'après-midi, ce que je fais rarement. Mais je mange généralement, j'ai toujours une barre énergétique, un skyr et une banane par exemple, ou une compote. Et voilà, je me force le jeudi à faire une collation, le vendredi et le samedi. Chose que je fais pas habituellement. Le samedi, donc là on est vraiment la veille de la course. Donc j'ai fait mon déblocage, j'ai tout de suite pris un petit déj derrière pour recharger en glucides. Et j'essaie par contre de pas manger du tout de fruits et de légumes. Au pire, une soupe. Il m'arrive de manger une soupe le soir, une petite soupe de potiron que j'ai l'habitude de prendre. Mais je vais pas manger de légumes, de gros légumes ou de fruits. Je vais même pas manger une pomme la veille du marathon. Donc ce que je fais, moi, vraiment, je mange à peu près normalement le samedi midi. Et le samedi soir, en général, je fais toujours ça, 200 grammes de riz sec. Quitte à pas finir, ça fait beaucoup, hein, 200 grammes de riz dans l'assiette, c'est énorme. Donc des fois, je finis pas, mais je fais ça pour être sûr de ne pas avoir faim. Et un filet de poulet et un Ypro. Et des fois, quelques gerblés en dessert et je vais me coucher. Donc voilà, j'essaie de manger tôt. Moi, j'aime bien les faire après avoir dîné une marche digestive d'une 15aine de minutes. Je vais marcher, j'écoute un peu de musique, je me mets dans le marathon. Je prends un smecta avant de me coucher. Ça, c'est des choses que je fais sur les derniers marathons. Et je vais me coucher assez tôt. Le dimanche. Alors le dimanche, c'est jour de course. Je fais en sorte de terminer le petit-déj 3 heures avant le début de l'échauffement. Donc en gros, je déjeune presque 4 heures avant l'heure de course, quoi, hein, 3h30, 4 heures. Parce que je veux vraiment avoir fini 3 heures avant le début de l'échauffement. Donc là, c'est pareil, hein, c'est assez calé. Je prends l'équivalent de 800 calories en gâteau sport.
qui est cuit avant, qui est fait avant. Je prends généralement 2 expressos, un shot de nitrate. Certains vont peut-être prendre un Omio 3 heures avant. Certains vont prendre peut-être après du bicarb 1 heure et demie avant. Ceux qui le tolèrent peuvent le faire. Moi, j'ai pas encore franchi le pas du bicarb sur marathon, mais ça viendra peut-être un jour. Mais bon, en tout cas, c'est ça. 3 heures et demie avant le départ. En gros, ça a un gâteau sport, 2 cafés, un shot de nitrate et je me recouche légèrement, je vais m'allonger légèrement avant de partir à la guerre, comme on dit. Mais chacun a ses habitudes. Là aussi, ce qu'il faut, c'est pas changer ses habitudes, mais quand même, si vous avez l'habitude de manger du pain complet, je vous conseille de prendre du pain blanc, quelque chose de plus digeste. Voilà, en tout cas, faut pas avoir un repas, un petit-déj trop complet. Ce qui compte, c'est d'avoir des glucides pour tenir le marathon. Voilà, donc n'allez pas surcharger en protéines, n'allez pas surcharger en matières grasses. Ce qu'il faut, c'est des glucides. Au niveau de l'organisation, donc comme je vous disais, arriver sur marathon, quand c'est une course objective, ce qui compte, c'est d'être frais physiquement et d'avoir l'esprit libre. Donc déjà, pas besoin de vous dire qu'il est préférable de ne rien oublier. Donc j'espère que vous avez préparé votre sac avant de partir. Quand on oublie ses chaussures, c'est toujours pénible. Un petit conseil aussi, si vous venez en avion sur le lieu de la course, je vous conseille de mettre votre tenue de course, de la mettre dans votre bagage, pas dans votre bagage de soute, dans votre bagage à main. Au cas où votre valise se perde, ça arrive de pas vous retrouver le jour du marathon, enfin la veille du marathon sans tenue et de devoir tout acheter sur le salon, des marques qu'on connaît pas, il y a rien de plus stressant. Donc voilà. Là aussi, les jours avant cours, je l'ai pas dit, mais profitez-en. Généralement, on a des chaussettes de compression qu'on oublie souvent de mettre. Là, c'est vraiment là qu'il faut porter vos chaussettes de compression le plus possible. Donc évitez aussi, une fois que vous êtes sur place, de faire du tourisme. Limitez vos relations sociales. Si vous comptez faire quand même un gros chrono, ce serait dommage d'attraper un rhinovirus quelques jours avant. Donc voilà, vous êtes dans la course, n'allez pas faire des bains de foule. Il y aura forcément quelqu'un de malade, c'est le meilleur moyen d'attraper un virus. Moi, je suis toujours étonné quand je vois des athlètes de super haut niveau qui, la veille d'un marathon, vont faire des community runs avec 300 personnes, à serrer des mains à tout va. Je trouve que c'est risqué. Mais bon. Donc l'après-midi de la veille de course est souvent interminable parce qu'on ne veut pas se fatiguer, on n'a pas grand-chose à faire. Donc c'est là, moi, je vous conseille d'en profiter pour bien recharger votre montre, pour découper du tape ou du sparadrap en guise de cache-téton. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est important parce qu'avoir mal au téton sur marathon, c'est l'enfer. Donc profitez-en pour faire tout ça, pour mettre votre dossard à l'avance. S'il vous plaît, mettez-le droit, c'est important, pensez au photographe. Parce que là aussi, ça paraît bête, le dossard, mais ça arrive souvent qu'on épingle son dossard, on est content. Et une fois qu'on veut le mettre le lendemain, quand on part, on est toujours en retard, 5 minutes avant la course, hop, on le met, on avait épinglé l'avant et l'arrière ensemble, on peut plus mettre, faut tout enlever, tout remettre, on est en stress. Donc, mettez-le posément la veille, l'après-midi, tac, essayez-le, regardez si tout est bien fait, et au moins vous serez tranquille le jour de la course. Des fois, sur des courses, il y a des dossards qui sont vraiment énormes. Ils font plus qu'une feuille A4. Moi, je mets toujours 8 épingles. Ça paraît bête comme ça, mais souvent, en fait, le dossard, quand on le met, il baille. Et des fois, quand on court, nos mains peuvent venir taper le dossard et c'est chiant sur 42 km. C'est gênant, en fait. Ça modifie notre technique de course parce qu'on est obligé de courir les bras écartés. Donc moi, je mets vraiment 8 épingles pour que le dossard baille le moins possible et pas être emmerdé après. Donc voilà, c'est un petit conseil, mais quand ils donnent des épingles, moi j'en prends, je demande toujours si je peux en avoir 4 de plus. Et quand le dossard est très grand, je mets 8 épingles. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, parce qu'avec maintenant et tous les sponsors qu'il faut afficher sur les dossards, c'est des posters, donc ils sont énormes, donc je mets 8 épingles. Je vous le conseille. En tout cas, essayez et voyez si le dossard baille un peu, s'il est mal tendu, c'est chiant, vous serez mieux avec 8 épingles. Essayez la veille de la course, ça aussi c'est important, de bien lire les consignes d'accès au sas. Donc, alors, l'accès au sas sur les marathons, il y a tellement de monde que c'est loin d'être intuitif à chaque fois. Et des fois, on pense que c'est simple, on arrive au niveau du truc, mais il y a en général tout un parcours à respecter. Il faut passer par telle rue quand on est dans le sas élite, par telle rue quand on est dans le sas préférentiel, etc. C'est jamais si simple que ça en a l'air. Donc, des fois, vous pouvez vous retrouver à avoir à faire un énorme détour pour accéder à votre sas.
Et si vous n'êtes pas en avance, c'est source de stress, c'est pas terrible. Donc moi, je vous conseille de le repérer avant. Ça, j'y vais systématiquement parce que vraiment, à chaque fois, il y a des surprises. À Berlin, c'était le vrai bordel. On avait accès au sas que d'un côté de la voie. Donc nous, on était de l'autre côté. Ça nous rajoutait presque, c'est ma copine qui l'a couru, mais ça rajoutait presque 500 mètres de marche. Donc heureusement qu'on l'avait repéré la veille. Et pareil, à chaque fois, c'est jamais très simple. Donc moi, je vous conseille de bien repérer l'accès au sas la veille. Révisez vos temps de passage, révisez vos stratégies nutritionnelles, allez marcher proche du départ, prenez la température de l'événement, restez pas non plus allongé tout l'après-midi. Mais bon, ça va. Moi, j'aime bien faire ça, aller vers le départ, regarder les sas, prendre un peu la température, ça me fait un petit shot d'adrénaline, ça me met dedans. Et voilà, j'écoute de la musique, mais je vais pas me fatiguer inutilement. Je vais pas aller côtoyer des centaines de personnes parce que le lendemain, il faut être en forme. Mais voilà, cette veille de course, d'un point de vue logistique, elle est importante. On est dimanche, le jour de course arrive, donc vous vous êtes levé tôt pour votre petit déjeuner pour être sûr de l'avoir digéré au moment du départ. On prend pas de fibres, donc comme je vous disais, majoritairement des glucides, pas de céréales complètes, et alors toujours un principe, je l'ai pas précisé, mais pas d'innovation le jour de la course. Si vous avez lu la veille que c'est votre petit-déj n'est pas idéal, mais si vous le prenez à chaque fois qu'il passe, surtout gardez-le. N'allez pas en urgence acheter un gâteau sport sur le salon du marathon et le tenter le jour de course. Moi, je vous le déconseille fortement. Les troubles digestifs, c'est vraiment les pires ennemis du marathonien. Donc vraiment, si vous avez l'habitude de prendre votre pain complet, même s'il passe, prenez votre pain complet, ne m'écoutez pas. Après, moi, ce que je fais aussi, je prends un smecta 45 minutes avant le départ pour être sûr d'avoir le moins de troubles digestifs possible. Ce que je fais aussi, ça c'est des conseils d'anciens, j'essaie de ne plus boire d'eau 1h30 avant le départ pour pas avoir envie de pisser pendant la course. Donc vraiment, si le départ est à 8h, moi, à 6h30, je bois plus. Et après, donc, je me dirige vers le sas. Généralement, j'essaie de faire en sorte que le temps d'accès à la course soit mon temps d'échauffement. J'essaie de pas être trop loin en général, donc j'y vais en courant. Et ce que j'essaie de faire, c'est de prendre un gel. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre un gel dans le sas. Donc d'aller dans le sas avec un gel que vous allez prendre dans le sas et un fond de bouteille d'eau. Vérifiez bien vos lacets. Prenez votre gel moins de 15 minutes avant le départ pour éviter une hypoglycémie réactionnelle. Les gels, ils mettent une vingtaine de minutes à agir, donc inactif comme ça pourrait créer une hypoglycémie réactionnelle. Donc prenez-le moins de 15 minutes. Moi, je le prends le plus tard possible. Moi, je le prends 5 minutes avant le départ. Je bois un fond d'eau. Je garde un peu la bouteille. On ne sait jamais si vraiment on a envie de pisser. Je m'adresse aux garçons là, mais ce sera mieux vu de pisser dans une bouteille d'eau, même si c'est au milieu de tout le monde, que par terre, parce qu'honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Mais prendre le départ d'un marathon avec une envie de pisser, je pense que ça doit pas être agréable. Donc voilà, au pire des cas, j'ai une bouteille d'eau, je fais passer le gel. Si j'ai envie de pisser, je pisse dedans. Ça m'est jamais arrivé non plus, mais bon, on sait jamais. Et voilà, je vérifie bien mes lacets. Et c'est parti. La disposition de vos gels aussi, ça, vous pouvez y réfléchir la veille, mais il faut qu'elle soit intelligente. Moi, dans les cuissards, je trouve ça pénible, les gels. Donc moi, ce que je fais sur marathon, je cours avec des manchettes et je mets les gels bien disposés, dans le bon sens, dans tel ordre, dans les manchettes. Voilà, au moins c'est facile, tac, j'ai juste à les sortir au moment de la course. Il y en a avec caféine, il y en a sans, il y en a des salés, des sucrés, donc c'est jamais fait au hasard. En fonction de ce que je veux, ils sont disposés d'une manière ou d'une autre. Parce que ça arrive souvent quand tous les gels sont dans la même poche d'un cuissard, par exemple, on en voit des fois, on essaie de prendre le premier gel, tac, on n'est pas lucide, on fait tomber tous les gels qu'il y a derrière, on se retrouve à ne plus pouvoir prendre de gel sur la course. Et là, pour pallier à ça, par contre, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est de se renseigner à l'avance sur le partenaire du marathon, telle marque qui sponsorise le marathon et qui en général distribue des gels au ravito. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder bien en amont quel est le partenaire du marathon auquel vous participez et quand même d'acheter quelques-uns de ces gels pendant votre préparation pour en prendre un ou deux de temps en temps et être sûr de les digérer et pas avoir de mauvaises surprises si vous avez à en prendre un à la volée le jour de la course. Concernant la caféine. Donc la caféine, le pic de concentration sanguine se produit 45 à 60 minutes après la prise.
Donc, je vous conseille de bien calculer à quel moment il va falloir prendre votre gel caf pendant la course. Enfin, le mieux, c'est que l'effet de la caféine soit au moment où la course va se durcir, donc entre le 30 et le 35e sur marathon. Donc, moi, je crois que généralement, je prends le gel caf au 15e kilomètre. Là aussi, essayez de le tester avant, mais le gel caféine, si vous le prenez au 40e kilomètre, ça sert à rien parce que la caféine n'aura pas eu d'effet. Donc le gel caféiné, il faut le prendre relativement tôt pendant la course. Concernant le grammage heure de glucides, donc j'espère qu'à 7 jours avant votre marathon, votre stratégie est au point, mais je vous dis un peu ce qui se fait. Donc on parle souvent de 60 à 90 grammes de glucides heure, mais sachez que c'est loin d'être facile de prendre ça. Hein. Même sans entraînement, c'est quasi impossible de s'enfiler 90 grammes de glucides par heure. C'est énorme. Donc si le gut training n'a pas été fait, tablez plutôt sur une fourchette basse. Si vous arrivez à prendre 40 à 50 grammes de glucides par heure, c'est déjà bien. Et ça représente en gros 2 gels par heure. Donc voilà, si vous n'êtes pas bien entraîné d'un point de vue gastrique pour la prise de glucides, essayez de prendre 2 gels par heure, c'est pas trop mal. Si on peut passer à 3 pour les plus entraînés, c'est idéal, mais 2 gels, c'est déjà bien. Pour prendre ces gels, vous aurez repéré à l'avance les lieux de ravitaillement parce que ça tombe pas pile, hein, c'est pas toujours pile au 5e, au 10e, etc. Des fois, ça peut être au 4 km 8, au 10 km 5 et tout. Il faut en fonction des virages, de la disposition, de la géographie de la ville, de l'urbanisme. Donc, c'est pas si simple. Donc, ça tombe pas à chaque fois pile. Donc, essayez de repérer avant où sont les ravitaux. Moi, je vous conseille de prendre votre gel à peu près 500 mètres avant le ravitaillement. Prenez le temps de le prendre, n'allez pas faire un cul sec comme si c'était un shot de tequila. Vous prenez votre gel, vous le prenez sur 500 mètres petit à petit. Et une fois arrivé au ravito, vous prenez de l'eau. Et là, pareil, l'eau, prenez le temps de la boire. N'allez pas faire un cul sec et attraper des points de côté. Vous prenez le temps, vous gardez la bouteille sur 500 mètres. Vous buvez tranquillement à petites goulées. Et ce que je fais moi aussi en général, les gels, on s'en met toujours plein les doigts, il y en a toujours un qui veut pas s'ouvrir, donc moi je bois sur 300-400 mètres et après je m'humidifie, je me lave les mains à l'eau des ravitaux pour pas avoir les doigts qui collent et que ce soit désagréable en courant. Donc voilà, mais vraiment le ravitaillement c'est capital sur marathon, donc prenez le temps de prendre le gel, prenez le temps de boire de l'eau, lavez-vous les mains, humidifiez-vous s'il fait chaud un peu la nuque, etc. Mais le ravito, ça doit pas se faire à la va-vite comme ça. Hein. Au contraire, ça doit être hyper réfléchi. Alors, juste quelques petits rappels. Vous savez du coup quoi prendre, mais vous savez pas vraiment pourquoi. Donc, je vais essayer de vous expliquer très rapidement. La source d'énergie sur marathon, c'est principalement les glucides. Donc, le but sur le marathon, c'est de prendre des glucides. Généralement, dans les gels, c'est un mélange de glucose et de fructose, donc c'est ce qu'il faut prendre. Les électrolytes, des fois, j'entends des gens qui prennent que des électrolytes. Les électrolytes, ça n'apporte pas d'énergie. Elles servent uniquement à compenser les pertes en minéraux, donc c'est bien. Mais pris seuls, les électrolytes, ça va pas vous faire courir plus vite et plus longtemps. Par contre, il y a un intérêt des électrolytes sur l'hydratation, sur la fonction musculaire, etc. Mais sachez que si vous regardez les gels, la plupart des gels contiennent des électrolytes. Donc là aussi, il y a des gels avec caféine, il y a des gels avec électrolytes, il y a des gels sans caféine, sans électrolytes. Donc c'est pour ça que je vous disais que un plan nutritionnel sur marathon, ça se prépare. Il faut savoir quel gel on veut prendre à quel moment de la course. Mais c'est compliqué de prendre des électrolytes sous forme liquide pendant la course, parce que déjà, ça veut dire qu'il faut se balader avec une gourde. Donc, regardez certains gels qui ont des électrolytes et ça va vous enlever ce souci-là. Il fera les 2 en 1 et vous aurez un apport en électrolytes pendant la course. La caféine. La caféine a un niveau de preuve très solide sur la performance. Moi, je comprends pas que les gens, à partir d'un certain niveau, s'en passent encore de la caféine. C'est dommage. C'est comme se passer des chaussures carbone. Et d'ailleurs, moi, c'est très bizarre, mais quand je fais un effort très violent, un effort violent, une course où je me suis donné, la première chose dont j'ai envie à l'arrivée, je sais pas si c'est un rapport avec ça, mais j'ai envie d'un café. J'ai pas envie d'une bière, j'ai pas envie d'un verre d'eau, j'ai envie d'un café. Et donc, bref, la caféine, faut savoir que c'est scientifiquement prouvé. Elle diminue la perception de l'effort et améliore la vigilance et la concentration. Et ça, c'est hyper important, car sur marathon, on parle du mur énergétique
du mur musculaire aussi, mais il y a le mur de la fatigue nerveuse et mentale. Et justement, la caféine, elle a un effet sur ce dernier, sur la fatigue mentale et nerveuse. Et vraiment, moi, je vous conseille d'utiliser cet outil qu'on a maintenant. C'est facile. La caféine, on en trouve dans des gels. Vraiment, ce serait bête de vous en passer. Mais pareil, ça doit quand même être testé à l'entraînement. Le dosage, c'est de 3 à 6 mg de caféine par kilo de poids de corps. Donc généralement, 200 mg, ça suffit parce que vous avez pris un café ou deux le matin. La caféine qu'il y a dans votre expresso le matin compte d'ailleurs, hein. Mais c'est bien d'en rajouter avec un gel. La plupart des gels contiennent 100 mg de caféine. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais maintenant que j'ai la chance d'être sponsor Impulse, ça c'est une chose que je prenais jamais avant, mais ils ont un pré-workout avec 200 mg de caféine. J'en prenais jamais avant des pré-workouts. Et en fait, maintenant, je le prends et ça permet d'avoir un vrai apport en caféine. Je fais ça avant les séances. Je l'ai pas fait encore sur marathon, mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire parce que une dose de pré-workout va apporter 200 mg de caféine. Voilà, je ferai ça, je pense, en boisson d'attente avant le marathon, et je prendrai toujours un gel caféiné vers le 15e, entre le 15 et le 20. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous avez 15% avec le code BORN sur Impulse Nutrition. Petite pub déguisée, mais c'est une super marque, je vous conseille. Voilà. Le pré-workout en avant-séance ou en avant-course, c'est une bonne alternative à la prise de café. Concernant la gestion de la course en elle-même, l'échauffement marathon. Alors, le mien, il est vraiment minimal. Moi, je fais 10 minutes de footing max. Je fais 2 petites accélérations qui n'ont même peut-être pas d'intérêt. Et je fais quelques étirements balistiques en attendant le départ et c'est OK. Moi, c'est des allures entre 3,20, 3,25, 3,20, 3,27. Donc, je n'ai pas besoin de m'échauffer beaucoup. Moi, ça me suffit 10 minutes. Moi, je déconseille aux gens de trop s'échauffer sur marathon. Gardez votre stock de glycogène. Et pour les athlètes qui partent à 5 au kill et plus lent que 5 au kill, moi honnêtement, je vous conseille presque de ne pas vous échauffer du tout et de garder votre énergie pour les 42 km 195. Concernant la montre, alors là aussi, il y a 2-3 choses à savoir. Donc faites gaffe, si vous pointez dans le sas trop longtemps avant, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps sur une course, j'avais mis la montre sur le mode pour l'enclencher. La course a eu un peu de retard. Et bien sûr, au moment de vouloir l'enclencher, pour le départ, elle s'était mise en veille. Donc, je sais pas, ça doit être 5 minutes, je pense, le délai sur ma Garmin. Donc, faites gaffe. Ne mettez pas votre montre en mode un quart d'heure avant parce elle risque de se mettre en veille et au moment où vous allez vouloir l'enclencher, elle sera plus sur le bon mode, vous allez pas pouvoir le faire. Donc voilà, c'est un petit conseil bête, mais l'expérience m'a appris ça. Autre chose, donc ça aussi, quand vous partez sur marathon ou sur n'importe quelle course, enclenchez votre montre au moment où vous passez l'arche de départ et les cellules chronométriques. Ne l'enclenchez pas si vous êtes au fond du dernier sas, ne l'enclenchez pas tout de suite parce que vous allez avoir un gap entre le temps puce et le temps réel de peut-être 1 minute 30. Ça va complètement fausser votre allure moyenne sur le début de course. Donc forcément, vous allez vouloir compenser en accélérant et ça va vous flinguer votre marathon à cause d'une mauvaise gestion de la montre. Donc c'est bête, donc vraiment, vous mettez votre montre en mode, vous gardez le doigt sur le bouton, tac, et vous l'enclenchez une fois que vous passez la ligne. Mais ça peut être long, je pense, sur des marathons de Paris, on annonce plus de 50 000 participants. Si vous êtes pris dans les bouchons, je pense qu'il peut y avoir 1 minute 30, 2 minutes pour atteindre la ligne. Donc vraiment, ne l'enclenchez pas dès que ça part devant vous. Enclenchez-la au moment de passer l'arche. Après, au niveau des laps, de la gestion des laps, moi j'enlève les laps auto, mais je vous conseille de faire des laps manuels tous les 5 km. Donc déjà, il y a une marge d'erreur. Donc si vous faites des laps auto, ça va pas tomber pile, ça va fausser votre allure. Et les laps manuels, au moins, ça va vraiment donner une tendance réelle de votre allure. Donc, tous les 5, une fois que vous l'enclenchez au moment où vous passez l'arche, vous faites un lap, vous connaissez votre temps de passage au 5, vous faites un lap manuel au 5. Je ne sais pas si vous devez passer en 17 minutes au kilomètre 5, vous faites un lap manuel. Vous voyez qu'au premier 5, vous êtes passé, je ne sais pas, en 16 minutes 50. Donc voilà, vous savez que vous avez 10 secondes d'avance. Et donc, si jamais il y a un 5 km un peu plus difficile, c'est pas grave si vous le passez en 17-10 parce que vous aviez 10 secondes d'avance sur le 5 d'avant.
Et si par contre vous voyez que vous commencez à passer des 5 en 17-30, 17-40 en ayant l'impression de forcer beaucoup, là vous savez que visiblement le chrono va pas être réalisable sur marathon, c'est dur après de relancer. Mais au moins essayez de maintenir cette dégradation d'allure. C'est Valentin Gondouin qui me disait qu'il aimait bien faire des laps manuels. Lui, il en fait tous les kilomètres sur semi, c'est ce qu'il avait fait à Lisbonne. Et il me disait que ça l'occupait de trifouiller sa montre, voilà, ça l'occupe pendant la course. Je pense qu'il a raison. Mais en tout cas, fiez-vous bien aux panneaux, à la distance réelle, donc aux panneaux. Donc dès que vous passez au 5, au 10, vous faites un lap manuel, vous connaissez votre temps de passage et vous avez au moins vous avez l'allure réelle. Sur marathon, les 5 premiers kills, ça doit vraiment faire office d'échauffement. Donc ne vous inquiétez pas, premiers 5 km, si vous avez 10 secondes de retard à cause de la densité, si vous avez été un peu gêné ou que vous avez mis un peu de temps à vous mettre dans l'allure, c'est pas grave du tout. Les 10 secondes sur marathon, vous allez les rattraper largement sur les 35 km d'après, sur les 37 km d'après. Donc ne paniquez pas, les 5 premiers kilomètres vaut mieux passer avec 10 secondes de retard qu'avec 30 secondes d'avance. Le marathon, c'est une course d'usure, donc entrez en résistance jusqu'au bout. Et par contre, après, les 2-3 derniers kilomètres, quand il vous reste environ 10 minutes d'effort, essayez de tout donner. Mais vraiment, 5 premiers kilomètres, on part lentement. Du 5 au 30e, il faut vraiment être au train, dans son allure de croisière. Et après, on s'accroche jusqu'au bout et on essaie de tout donner à 10 minutes de l'arrivée. Évitez de discuter avec les autres, évitez de fanfaronner à chaque fois que vous voyez des photographes. Concentrez-vous sur vos ravitaillements, sur votre allure et essayez de rester relâché, d'avoir une foulée la moins énergivore possible parce que ça va devenir dur à un moment, forcément. Donc accrochez-vous quand ça devient dur. C'est précisément pour ça que vous vous êtes préparé depuis aussi longtemps. Et surtout, d'un point de vue psychologique, dites-vous bien que c'est normal que le marathon soit dur à un moment donné. Et que tous les gens qui sont autour de vous, les dizaines de milliers de personnes qui courent avec vous sur ce marathon, sont dans le dur au moins autant que vous. Donc il n'y a aucune raison que vous lâchiez avant eux. Donc vraiment, accrochez-vous, c'est ça, c'est le marathon. Moi, quand je suis dans le dur sur marathon, j'essaie vraiment, sur marathon ou sur une autre course derrière, j'essaie vraiment de me concentrer sur ma foulée pour vraiment avoir une foulée relâchée et que ce soit pas la double peine. Que ma foulée ne soit pas encore plus énergivore alors que je suis déjà dans le rouge. Donc vraiment, vous êtes dans le dur, vous vous concentrez sur votre foulée, vous essayez de rester relâché. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit dur. Les courses longues, le marathon, c'est comme en vélo, c'est comme j'imagine en trail, je pense que c'est pareil. Il y a des ups, il y a des downs et c'est normal. Il y aura des phases où vous vous sentirez bien, des phases où vous vous sentirez moins bien et c'est normal, ça va alterner comme ça. Ce qui compte, c'est de se freiner quand ça va bien et de s'accrocher quand c'est dur pour essayer d'être le plus régulier possible. Et voilà, et s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Quand vous êtes en bonne phase, n'allez pas trop vite. Et quand vous êtes dans le dur, essayez de vous accrocher pour maintenir l'allure. Il y a une ligne au sol, généralement, sur les gros marathons. Suivez cette ligne. C'est la distance exacte du marathon. N'allez pas vous rajouter des distances. Ne prenez pas l'extérieur des virages. Quand j'ai des gens en coaching et qu'on fait des séances et que je les vois, ça m'énerve quand je les vois prendre les virages à l'extérieur qui se rajoutent 5 mètres sur un virage. Sur 42 km, la distance, à la fin, elle va être énorme. Donc vraiment, prenez la corde dès que vous pouvez, suivez la ligne, abritez-vous un peu derrière des personnes qui sont dans votre allure. Après, je vous disais de pas discuter, mais faut pas hésiter à parler et dire tu pars sur combien, etc. Faut s'aider entre coureurs. L'allure marathon, ça reste une allure facile à laquelle on peut parler, donc faut quand même discuter pour essayer de se relayer et de s'entraider entre coureurs. Voilà, et si j'ai un dernier conseil à vous donner, je vais reprendre celui que me donne à chaque fois mon coach Badr Ziwani. À chaque fois que je pars sur un marathon, il me dit « et surtout, fais-toi plaisir ». Et il a complètement raison. Le plus important, c'est de se faire plaisir. On a fait le travail, on sait qu'on a le niveau. Après, si on se fait plaisir, à moins d'un souci qui peut arriver, mais si on se fait plaisir, ça devrait passer. Donc on reste concentré dans les bons comme dans les mauvais moments et on se fait plaisir. Justement, dans les bons moments, on va pas plus vite, mais on essaie de profiter de cet instant. Et quand c'est dur, pareil, on se dit, allez, c'est dur, mais j'ai la chance d'être là, des gens m'encouragent, je suis avec des gens qui aiment faire le même sport que moi, et on profite de ce moment. C'est comme ça que vous allez aller au bout. Je vais faire un dernier petit point concernant le règlement. Alors, il faut savoir que la musique est interdite. C'est une assistance technologique, c'est interdit.
Donc, moi, je vous déconseille de courir en musique. Et surtout, l'aide extérieure est interdite sur marathon. Moi, je me verrais pas... ça me poserait un cas de conscience de me faire aider sur marathon. Je penserais ne pas mériter mon chrono. Et je vais vous donner un exemple. Quand j'ai couru à Valence en 2024, on était un gros pack de coureurs, donc ça court relativement vite, c'est à 17,5 km/h. Et on était un gros pack, donc, et un mec 2-3 rangs devant moi, au dernier moment, il voit sa femme ou sa copine qui lui tend sa gourde sur le côté de la route. Hop, il décale rapidement comme ça à droite pour aller choper la flasque. Et le gars qui était juste derrière lui a failli tomber. Donc nous, par ricochet derrière, on a réussi à l'éviter. On l'a tous insulté, on l'a tous gueulé. Et en fait, c'est une aide extérieure, donc parce que le ravitaillement, c'est capital sur marathon. Mais il y a aussi une règle de sécurité, c'est que si tout le monde va chercher des gourdes à droite, à gauche et traverse les routes, c'est pas possible sur les gros marathons où il y a du monde. Donc il y a ce côté-là sécuritaire, et il y a ce côté où c'est tout simplement de la triche, parce qu'en fait le marathon, le ravitaillement est capital sur marathon. Et moi, je me verrais pas... Enfin, pour moi, tous ceux qui ont fait un chrono sur marathon avec une aide extérieure, pour moi, leur chrono n'est pas valable. Parce que c'est trop important. La gestion du ravitaillement, ça fait purement partie de la course. Et aller se faire aider à l'extérieur, c'est pas du dopage, mais presque. Pour moi, ça valide pas un chrono. Et des fois, on voit des vidéos YouTube, des mecs qui font des comptes rendus de marathon et qui montrent l'assistance, un mec qui les suit en vélo, qui leur donne les gourdes. Mais c'est interdit, c'est trop facile. Si tout le monde faisait ça, il y aurait des meilleurs chronos sur marathon, parce que le ravitaillement, c'est justement une des difficultés du marathon. Un dernier petit point, évitez de vous alourdir avec votre téléphone. Ça sert à rien. Les chaussures, les marques développent des chaussures pour gagner 20 ou 30 grammes sur une paire de chaussures, et vous allez vous alourdir avec un téléphone de 250 grammes qui va vous gêner, qui va balloter dans la poche. Donc, laissez votre téléphone à la maison. Vous irez sur Snapchat en rentrant. Vous n'en avez pas besoin pendant la course. Vous prendrez des photos après. Mais laissez votre téléphone. Il va vous alourdir, il va vous embêter. Concentrez-vous sur votre course. Vous avez 2h30 ou 4 heures d'effort. Vous n'avez pas besoin de votre téléphone pendant ce temps-là. Voilà. Autre petit conseil aussi, si je peux me permettre, la fréquence cardiaque, il n'y a pas besoin de vous y fier. La fréquence cardiaque, déjà, faut connaître ses données. Faut connaître sa fréquence cardiaque max. C'est un minimum technique, la fréquence cardiaque. Souvent, vous la connaissez pas. Souvent, vous vous fiez à la fréquence cardiaque optique de votre montre, qui est absolument pas fiable. Je crois qu'il y a, dans les chiffres, il peut y avoir à peu près 10% de marge d'erreur, donc c'est énorme. 10%, si vous devez taper à 155, ça fait quoi? Ça fait quasi 17 battements de marge d'erreur, c'est énorme. Donc vraiment, ne regardez pas je parle pas des athlètes élites là qui ont le vrai tape et qui visent un chrono bien précis, qui connaissent leur fréquence cardiaque. Là où ils peuvent se fier à la fréquence cardiaque, surtout si le jour du marathon il fait 10 degrés de plus qu'annoncé, etc. Là, ça a un intérêt. Mais vous, c'est la course, vous connaissez votre allure. Ne regardez surtout pas votre fréquence cardiaque à la montre. Ça va vous mettre le doute plus qu'autre chose. Fiez-vous à votre allure, le travail a été fait. Faites-vous confiance et ça va le faire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Le marathon, c'est la course reine. Faites-vous plaisir. Ramenez un gros chrono. Si vous ramenez pas de gros chrono, c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Et faites un bon repas à l'arrivée parce que vous l'aurez mérité. À bientôt sur Born Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.